On va s'attarder à parler de la problématique des fruits dans le cadre d'une alimentation physiologique. Alors c'est vrai que les fruits ressurgissent souvent pour faire polémique dans la diététique, qu'elle soit conventionnelle ou plus spécifique, comme la naturopathie ou encore l'hygiénisme. Et la question des fruits anime toujours beaucoup les débats entre des arguments physiologiques et des conceptions qui sont d'ordre idéologique. Et au milieu de tout ça, il y a l'individu lambda, ou le patient souffrant qui attend des réponses, qui se trouve complètement perdu. Alors en entendant tout et son contraire, on se retrouve un peu noyé, on entend que les fruits seraient la nourriture idéale de l'humain, de par la constitution de notre système digestif, jusqu'au fait de ne pas en manger, au risque d'acidifier le corps et de consommer trop de sucre. Donc on a des mouvements de pensée et des courants thérapeutiques diamétralement opposés en ce qui concerne les fruits. Alors s'il va être difficile de balayer toutes ces informations à 180 degrés dans ce qu'on va essayer de voir, on va quand même tenter, malgré tout, de fixer un point de vue le plus objectif possible sur cette fameuse problématique des fruits. Je dirais, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça va être l'assimilation, l'oxydation, la potentialisation des fruits. On va revenir sur la difficulté relative qu'on pourrait avoir à les digérer. Il y a beaucoup d'individus qui disent avoir de la difficulté à digérer les fruits parce que ça leur donne la diarrhée, entre guillemets. En gros, des selles accélérées. Comment il faut percevoir le fruit d'une certaine manière? Il n'est pas que ça, mais il est aussi détoxifiant. C'est un détoxifiant assez majeur, constitué de beaucoup de fibres. Donc évidemment, sur un organisme intoxifié qui mange une alimentation peu physiologique et peu riche en fibres, le moment où les fruits arriveront, ça va agir comme un véritable balai au niveau des intestins, et ça va produire en effet un effet laxatif de l'ordre du nettoyage. Souvent, mais avec une vision symptomatique qui est propre au monde dans lequel on vit, on va dire si j'ai la diarrhée, quelque chose qui est perçu comme négativement, à cause des fruits, c'est que les fruits ne sont pas bons. Moi, on m'a souvent sorti, quand je mange des aliments bio, j'ai la diarrhée, donc c'est que le bio est pas bon. Enfin voilà, c'est des sophismes extrêmement simplistes, derrière lesquels malheureusement, des fois, alors pas pour l'alimentation bio, mais pour les fruits, derrière lesquels malheureusement certaines formations médicales, étant mal formées de par leur cursus à la notion de la diététique, et des fruits ou des végétaux de manière générale, va se correspondre au niveau idéologique. Donc vous allez voir votre médecin, vous dites je mange des fruits et j'ai diarrhée, arrêtez, c'est pas bon. Et prenez du Smecta peut-être. Or, si un organisme est complètement pollué, en effet, le seul aliment bio qui va arriver sans agents chimiques va demander moins d'énergie au corps pour tolérer et gérer ces agents chimiques, et va profiter de cette aubaine d'avoir moins de travail pour faire un peu de nettoyage au niveau digestif. Les fruits, c'est la même chose. Et je dirais qu'ils soient bio ou non, de par leur caractère intrinsèque, avec leurs fibres, mais aussi leurs acides faibles et leur pouvoir détoxifiant. Donc dès l'instant qu'on va en prendre, on va avoir des selles accélérées. Si, et seulement si, on a besoin de faire un nettoyage dans les intestins. Les fruits ne donnent pas plus la diarrhée que n'importe quel autre aliment si on a un écosystème intestinal satisfaisant. On dit souvent aussi que les cerises donnent la diarrhée. Les cerises ne donnent pas plus la diarrhée que d'autres fruits, mais si on observe la nature, ce sont les premiers petits fruits qui arrivent au printemps. Donc on a passé l'hiver à ne pas manger des fruits frais, peut-être plusieurs mois, et là on s'en fait une ventrée pleine avec l'arbre tout rouge. Évidemment, le corps dit super, je prends les principes actifs de ce petit fruit pour nettoyer ce qui avait été encrassé. Mais il se passe la même chose, simplement et naturellement, sans même l'aide du fruit, après les fêtes de fin d'année ou les défaites de fin d'année, où on a outre-mangé pendant plusieurs semaines, on a fait le réveillon de Noël, on a fait Noël, on a fait le réveillon du jour de l'an, la galette des rois, on fait tout ce qu'on veut, de possible et imaginable. Puis entre ça, on a fait des bonnes fêtes, on a mangé gras, on a mangé trop, on a bu de l'alcool. Et sans même qu'on prenne de fruits, on va déclencher ce qu'on appelle des épisodes de gastro-entérite. Mais pas tout le monde. Or, même si c'est viral, il y a des gens qui ne vont pas être touchés par la gastro. Et ceux qui seront touchés par la gastro,
c'est ceux qui auront cette nécessité d'avoir un balayage au niveau des intestins. Extrêmement bienvenu, et d'ailleurs très peu contrôlable. Ben, les fruits, c'est la même chose. Tant qu'il n'y a pas le nettoyage qui est accompli au niveau intestinal, eh ben, ils produiront une action laxative. Mais une fois que ce balayage-là sera effectué, il n'y aura plus cette action laxative. Donc la première écueil, quand on parle de la problématique des fruits dans la consommation humaine, et la première, je dirais, barrière idéologique, parce que là on est dans l'idée plus que dans la réalité, idéologique dans le fait de consommer des fruits, c'est ça, c'est d'avoir peur que ça donne la diarrhée. Mais, à contrario, ça peut aussi masquer quelque chose de plus complexe. Une faiblesse notamment au niveau de la rate et du pancréas, dans leur capacité à dégrader correctement les aliments. Et donc là, on va se retrouver avec des selles ramollies, graisseuses, qui témoignent plus d'un dysfonctionnement digestif, on va dire pré-intestinal, où là, c'est vraiment, il faut peut-être regarder estomac, pancréas, comment ça fonctionne. Voire même des fois, foie ou vésicule, pour les fruits un peu plus gras. Mais on va rester sur les fruits de manière générique. Donc il y a quand même aussi cette notion-là, cette subtilité-là à voir sur les soucis digestifs. Et les fruits peuvent montrer, par ces selles graisseuses, ramollies et puis collantes, qu'on va voir, qui vont être généralement un peu plus orangées que d'habitude, un déséquilibre au niveau du pancréas. Donc ça, c'est la première chose. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser là, dans ce qu'on va détailler, c'est davantage la problématique des fruits, pas au niveau du désordre digestif éventuel, mais plus au niveau de la potentialisation, et on va voir comment on peut ou pas potentialiser correctement les fruits. Et est-ce que c'est vraiment les fruits qui sont un problème, est-ce que c'est plus complexe ? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par raconter ma vie. Pas parce qu'elle est spécialement intéressante, mais parce que le point de départ de réflexion sur les fruits est parti du constat d'une expérience personnelle. Et donc, ça aboutit sur une réflexion et des recherches. Mais c'est comme beaucoup de compréhension fondamentale en biologie humaine. Voilà, ça part d'expérience. Et pour moi, ça a découlé sur des recherches en naturopathie, tout autant qu'en frustration idéologique. Parce que j'étais parti avec l'idée que, et je me suis heurté à une réalité qui était tout autre, donc ça amenait de la déception de prime abord, et ensuite une nécessité de recherche et de réflexion, d'investigation, de recoupement, et puis de lutte intérieure, parce que quand on est déçu par quelque chose, on essaie quand même un petit peu de rentrer en force. Car il faut le reconnaître, en plus du plaisir qui procure, les fruits peuvent être aussi l'objet, au final, de beaucoup de frustration sensorielle et intellectuelle. Quand on est dans la recherche de l'alimentation idéale, que j'appelle parfois l'alimentation idéaliste. Ce qui était mon cas, à l'époque de cette expérience, qui concerne, alors je la raconte parce qu'elle touche énormément de personnes. Moi, depuis que j'ai compris cette expérience, puis surtout depuis que je peux conseiller et recevoir des personnes en individuel, j'ai eu beaucoup de cas similaires. Et c'est aussi l'objet de cette causerie enregistrée, c'est de partager ça pour éviter qu'on tombe dans certains écueils, des fois très durs à remonter et à corriger. Donc ça remonte à 2009, à l'époque où j'avais transité vers une alimentation qui était 100% végétale et biologique, avec une grande part de cru. Donc j'étais en recherche, mais il faut se remettre dans le contexte. Et si aujourd'hui l'alimentation végétale et crue sont largement en vogue, je dirais même comme un effet de mode, il faut bien comprendre qu'en 2009, c'était absolument pas le cas. Ça paraît pas si loin, 2009, mais c'était vraiment un autre monde, même si c'est pas si éloigné. On peut même dire que c'était très marginal, pour pas dire marginalisé. Et on peut même dire que c'était marginalisé. Alors si en 2017, on a les chaînes YouTube, les vidéos YouTube et les blogs qui pullulent d'informations, de communicants et aussi de paraphrases mal et vite faites, il y a 8 années de cela, il fallait prendre son temps
dans les méandres d'Internet pour glaner quelques informations, et le plus souvent c'était en anglais. Et à cette époque, on tombait sur deux écoles. Alors il y avait celle, quand on cherchait de l'alimentation végétale et crue, on tombait sur deux écoles anglo-saxonnes. Alors celle du docteur Douglas Graham, donc lui il réside au Costa Rica, et lui il est promoteur du régime cru qu'on appelle le 90-10, qui est assez populaire. Hein. Son livre, je ne crois pas qu'il ait été traduit en français, mais il a assez bien fonctionné. Et puis les gens qui cherchaient des informations sur l'alimentation vivante tombaient tout de suite sur lui. On cherchait alimentation vivante ou raw food, on tombait sur lui. Donc la plupart, on commençait par là. Donc 90-10 pour 81% de glucides, 10% de lipides et 10% de protéines. Donc évidemment, 80% de glucides, c'était les fruits. Et l'autre école qu'on avait en face, sur laquelle on tombait, c'était celle du docteur Brian Clement, donc lui qui officie au centre Hippocrate en Floride, qui a été initié par Anne Wingmore, qui elle aussi est au Costa Rica d'ailleurs, et dont le régime consiste au centre Hippocrate à manger beaucoup de lipides sous forme d'oléagineux, d'avocat, d'olive, beaucoup d'éléments chlorophyllés, de graines germées, de pousses, et en excluant complètement les fruits. Ils mettent l'avocat à part du fruit, même si botaniquement c'est le cas. Donc c'est une école qui ressemble de très près à celle du docteur Gabriel Coussens, qui lui a un centre en Arizona, qui est très connu pour son travail autour du diabète notamment. Alors il y a beaucoup de notions que je vais aborder ici qui sont le fruit des recherches du docteur Gabriel Coussens. Lui, ça fait 40 ans qu'il est sur quasiment 40 ans qu'il est sur l'alimentation crue. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement pertinent, tout autant que méconnu. Et du coup, il a quand même beaucoup cherché, et je trouve très crédible, parce que quand il parle d'alimentation végétale et crue, il est lui-même, il mange que végétal et cru depuis des dizaines d'années. Donc aussi, il a c'est toujours des choses très partiales, ou concernant ce type d'alimentation, donc c'est dur de s'y retrouver. Donc le docteur Gabriel Coussens, moi je le trouve extrêmement pertinent, citant beaucoup de sources, et puis il a sa clinique dans l'Arizona où il reçoit des centaines et des milliers de personnes. Je pourrais aussi citer un autre médecin, là j'ai cité 3 médecins, le docteur Morse, qui est en Floride lui aussi, et qui est aussi sur un régime excessivement basé sur les fruits. Donc là on se retrouve avec par exemple Morse, et Doug Graham qui sont promoteurs d'un régime cru avec énormément de fruits. Et de l'autre côté, le centre Hippocrate avec le docteur Brian Clement, et un autre centre en Arizona avec le docteur Gabriel Coussens, qui eux se vantent des mêmes bienfaits et des mêmes résultats positifs sur la santé que Morse et Graham, mais sans les fruits. Donc je serais tenté de dire qu'ils sont complètement opposés dans leur pratique, et se vantant des mêmes résultats positifs, il faut quand même choisir son camp, je dirais. Et à l'époque, c'était le cas. C'est-à-dire que moi, je trouvais très pertinent, et en plus j'étais déjà dans l'hygiénisme, je trouvais très pertinent cet afflux de cru dans l'alimentation sur une base extrêmement, pour ne pas dire uniquement végétale, ce que je consommais à l'époque. Et donc, c'est quand même il y en a un qui fait le fruit, le pilier de son régime, et l'autre l'exclut totalement. Que faire? Alors, je dirais que si le régime du centre Hippocrate avait un écho particulier en France, via notamment le travail d'Éric Viard et de son forum, c'est vrai que quand on cherchait sur l'alimentation vivante, on tombait sur le forum d'Éric Viard, qui était très riche en partage, mais là aussi, c'était un peu une notion de pionnier, c'était à qui allait réussir à traduire, à qui allait réussir à avoir des expériences, suffisamment de recul pour les partager. Et des fois avec de l'idéologie, puis des fois aussi avec la subjectivité qui va avec, donc c'était très compliqué. Donc le régime qui était le plus promu en France à l'époque, c'était plutôt celui du centre Hippocrate sans fruits. Mais moi, par idéologie, et j'insiste vraiment sur le fait, et c'est là où le bas blesse, par idéologie, autant que par goût et par appétence naturelle, moi j'étais plus porté sur les fruits. Donc je me suis plus orienté, j'ai plus botté en touche le régime Hippocrate et les informations en français que je pouvais trouver dessus, parce que vous avez des livres de l'Institut Hippocrate, ceux du Dr Brian Clement, qu'on pouvait déjà à l'époque trouver en français. Donc c'était la source la plus abondante,
Mais moi, c'était plus les fruits qui me parlaient, et je répète, idéologiquement. Et par idéologie, car d'une part, j'adore les fruits, et j'adorais les fruits, et j'adore toujours les fruits, et comme beaucoup de personnes, mais aussi parce que j'étais déjà influencé par certains écrits hygiénistes, notamment ceux de Herbert Shelton et d'Albert Mosseri. C'est plus tard que Mérien est venu. L'hygiénisme a ceci de fascinant, mais parfois peut-être dangereux, qu'il propose une vision alternative des choses. Dangereuse car on peut rapidement partir dans l'idéologie dogmatique, dans le concept. L'homme et le singe, un livre de Mosseri, étant un titre suffisamment évocateur pour comprendre qu'il y a encore, pour beaucoup de personnes, et encore 40 années plus tard, après l'écriture de ce livre, un trop grand enthousiasme à mettre en perspective parfaite le système digestif des grands singes avec celui des humains, faisant donc une large part accordée aux fruits. Mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est évidemment pas si simple, et je dirais même c'est pas aussi simpliste, serait chanté de dire, sur ce problème-là. Mais là, on ne va pas parler de la constitution des grands singes, c'est pas le débat, parce que là aussi, on rentrerait dans quelque chose qui est enfermant, qui est idéologique et dogmatique. Enfin, on repartirait dans des... Désolé de le dire, mais c'est ce que je pense, dans de la masturbation intellectuelle stérile, qui ne tient pas compte des vraies réalités, et où là on repart encore dans le concept philosophique, dans le concept conceptualisant spirituel, et dans la forme idéologique. Et ça ne m'intéresse pas. Ça peut être intéressant comme discussion entre passionnés et de manière temporaire, mais pour quelque chose de constructif, à mon avis, il faut dépasser le cadre du concept et revenir à quelque chose de plus concret et plus réel. Mais ça ne m'empêche pas, avec tout ce que je dis là, d'être parti avec toute ma fougue insouciance, et mon insouciance dans une consommation de fruits plus accrue, très accrue, plus qu'elle ne l'était déjà. Alors j'étais ravi d'avoir à l'époque un Vitamix, et je me régalais de smoothies dans lesquels je mêlais différentes variétés de fruits. Et pourtant d'une constitution à avoir toujours chaud, je suis toujours découvert et marchant pieds nus, j'ai ressenti pour la première fois de la frilosité dans les extrémités, les mains et les pieds, et un peu sur la cage thoracique, à la suite de la consommation de ces mélanges mixés, donc sous forme de smoothie. Mais je dirais même que ça arrivait quand j'en mangeais beaucoup de manière complète, en les mangeant simplement avec les mains, de manière naturelle. Donc je pouvais quand même ressentir ces sensations de froid aux extrémités, pieds et mains, après consommation. Donc la première question, mais la première question peut-être pas qui me venait, mais celle qui m'arrangeait, est-ce que c'était pas de la détox? Voilà, j'avais envie de me poser cette question parce que j'avais envie que ça soit cette réponse. Alors, mais j'en avais pas de réponse formelle et absolue, mais cela a été le point de départ de nombreuses investigations, tout autant que d'utopies brisées. Première utopie brisée, non. Les fruits ne sont pas bénéfiques pour tout le monde, bien au contraire. Au final, même si c'est positif, le fruit, bien peu de gens, en définitive, peuvent en consommer allègrement sans avoir rien à changer à leur mode de vie. Et cette phrase que je viens de dire est importante. Il faut la prendre de manière parcellaire, sinon tout est perdu et je dois m'arrêter de parler ici. Je répète, c'est pas que le fruit n'est pas bénéfique, c'est qu'ils ne sont pas bénéfiques pour tout le monde. Bien au contraire, peu de gens peuvent au final en consommer beaucoup ou avec allégresse sans avoir changé leur mode de vie. Donc c'est une phrase qui fait un peu un tiroir, mais elle est ainsi. Et il faut l'entendre ainsi de manière aussi complète. Sinon ça ne sert à rien d'élucubrer. Et il y a beaucoup d'élucubration sur les fruits qui ne tiennent pas compte de subtilité. C'est blanc, noir, c'est extrêmement manichéen. Et là, on ne peut pas parler des fruits sans parler de ce que j'ai dit, du mode de vie, donc du terrain de la personne. C'est pas le fruit c'est bon, le fruit c'est idéal, le fruit c'est ce qui doit être ça, c'est quelle est la personne qui va manger le fruit et surtout quel fruit. Donc on va s'attacher à tout ce qu'on va décrire et présenter, à parler de ces notions fondamentales de terrain. Mais je dirais même de terrain individuel, personnel, en tant qu'humain, mais de terrain aussi qui va servir à faire croître l'arbre, qui va donner le fruit.
car on ne peut pas parler du phénomène des fruits en faisant l'impasse sur l'équilibre acido-basique et la notion fondamentale de terrain qui est si chère à la naturopathie et à l'hygiénisme. Pour rendre la chose simple et la simplifier, on ne va pas partir sur un grand cours sur l'équilibre acido-basique, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais en résumé, l'équilibre acido-basique, c'est ce qui reflète l'harmonie entre d'une part les substances acides du corps et d'autre part les substances alcalines de ce même corps et qui vont être présentes dans l'organisme et interagir. Cet équilibre implique de nombreux ajustements qui sont requis en permanence pour assurer la digestion des aliments alcalins et acides qu'on va pouvoir ingérer, mais aussi leur transformation et enfin leur élimination. Donc c'est un processus qui est complexe et qui est complet, l'équilibre acido-basique. Alors je ne vais pas détailler ici ce qu'est l'équilibre acido-basique, mais il faut savoir que la plupart des fruits ont un pH acide, donc c'est le cas du citron, de l'orange, de la banane, etc. Mais, alors on rétorque aussi facilement, simplement, je dirais même vulgairement, vous connaissez l'exemple, ah mais oui, mais le citron il est acide, mais en fait il est basifiant. Eh bien. Alors je rigole parce qu'on entend tout le temps, et c'est faux. C'est aussi faux d'être catégorique. On ne peut pas être catégorique de cette manière-là. Cela dépend uniquement du terrain de la personne, de savoir si ce citron va être alcalinisant ou pas. Donc non, un citron n'est pas alcalinisant. Donc en théorie, oui. Dans la pratique, ça dépend. C'est absolument méconnaître la naturopathie basique et les lois biologiques humaines que d'informer une telle chose, et c'est un écueil grave dans lequel tombent beaucoup de personnes. Et s'enfoncent beaucoup d'individus, toujours un peu plus vers une santé dégradée, en mangeant sans écouter son ressenti et sans connaître son terrain. Pourquoi ? Parce qu'on fait l'amalgame hasardeux entre un savoir théorique, livresque, et l'expérience du terrain, qui est, elle, particulière et donc propre à chaque individu. Et ce qui est valable pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Un même citron pouvant être alcalinisant pour une personne est totalement acidifiant pour une autre. C'est ça qu'il faut retenir déjà comme préalable. Donc ce n'est pas le citron qui a un problème, ce n'est pas le fruit qui a un problème, ou une problématique, ou un objet de réflexion et un support de débat. C'est l'individu et son caractère. On ne peut pas faire l'économie de parler de constitution, de morphotype ou de tempérament physiologique si on veut véritablement parler des fruits. C'est tout simplement impossible et il faut rejeter d'emblée toute approche qui serait trop globalisante et trop catégorique. Parmi ce particularisme individuel, il convient de détailler surtout notre capacité intrinsèque à contrer l'acidose par notre système tampon respiratoire. Donc si on parle des fruits, on est obligé de parler de la respiration. Donc, la première chose, si on parle de constitution et de morphotype, ça va être la largeur de notre cage thoracique, puisque c'est elle qui détermine aussi notre volume pulmonaire, si on parle de respiration. D'autre, notre capacité à renouveler notre air par notre activité physique, majoritairement, qu'elle soit soutenue ou pas. Mais ça peut être des exercices respiratoires, etc. Bon, ça, on verra plus tard, donc je ne détaille pas dessus. Mais ça, cette capacité respiratoire, c'est la clé fondamentale pour ouvrir la porte de la consommation des fruits. Ce n'est pas autre chose. La fonction respiratoire. Et ça, on en parle bien peu, et c'est dommage. On ne peut pas dire le système digestif des grands singes ressemble pour beaucoup à celui de l'homme. Les singes, là, on est dans quelque chose qui est complètement édulcoré par rapport à la réalité des choses. Moi, je veux bien qu'on compare le grand singe, mais je veux qu'on compare le mode de vie du grand singe et où il vit et qu'est-ce qu'il fait. Et qu'on montre sa cage thoracique. Et là, on peut commencer à débattre. Donc, si on veut rentrer dans le vif du sujet, et si on veut de prime abord esquisser un premier schéma, les individus qui sont plutôt filiformes, sédentaires, à la cage thoracique peu développée, donc ceux qui pullulent dans nos sociétés modernes, en définitive, ceux-là devraient consommer des fruits de manière modérée. Mais les individus qui sont plus massifs, qui sont plus terriens, plus osseux, qui ont une activité physique au grand air soutenue, eux pourraient consommer des fruits presque à volonté. Là, on est sur la notion fondamentale de terrain, et pas sur l'autorisation ou l'interdiction à consommer des fruits. Donc cette assertion grossière qui exclut la nuance, il faut la fuir. Or, dans ces constitutions, l'individu filiforme élancé, il est très souvent intellectuel. Si on doit parler de tempérament, moi j'ai commencé en étudiant les tempéraments
C'est en Inde où je l'ai vraiment découvert, donc c'est par l'Ayurveda. Donc je suis désolé d'utiliser un terme qui est propre à l'Ayurveda, mais chacun son langage et sa façon d'essayer de se faire comprendre. Donc j'utiliserai plus volontiers, mais je pourrais utiliser des notions de tempérament homéopathique ou hippocratique ou autre, ça marcherait pareil, hein, la définition serait la même. Et donc là, je vais utiliser pour les individus que j'ai décrits et qui sont plutôt filiformes, élancés, intellectuels, le terme de pitta, qui ont un agni, un feu digestif assez soutenu. Donc lui, cet individu pitta, il mangera non pas de manière instinctive, mais plus volontiers de manière intellectuelle, d'après le fruit de ses recherches. Et il sera porté à travers ses réflexions et donc ses recherches, ce que je disais, à manger plutôt idéologiquement, là où l'individu plus terrien, celui qu'on appellera kapha en Ayurveda, lui sera davantage pragmatique et étrangement, bien qu'il puisse consommer beaucoup de fruits, il en mangera peu. Car souvent, il ne pullule pas dans son environnement et lui, par pragmatisme, il va manger ce qui se trouve à sa portée. Il n'y a pas de notion de comparaison et d'échelle entre les tempéraments. Tout est OK, hein, c'est une question de tempérament dominant. Tous les tempéraments ont les qualités et les défauts qui sont parfaitement homogènes. Tout est parfait. Donc il n'y a pas un tempérament individuel qui vaut mieux. Je pourrais parler de tempérament glandulaire aussi. On s'en moque là. En l'occurrence, le pitta serait plus hypophysaire et le kapha serait plus surrénalien. Mais peu importe, je ne vais pas détailler ici les tempéraments, ça serait trop long, mais il faut quand même cette notion de tempérament pour comprendre le terrain individuel et la prédisposition positive ou au contraire l'inflexion négative à pouvoir consommer ou pas des fruits. La différence entre ces deux individus vient donc de leur terrain et plus spécifiquement de leur capacité à gérer correctement les acides contenus ou générés par les fruits. Plus spécifiquement, on va revenir sur la notion d'acides faibles dans les fruits, qui peuvent être problématiques. Alors, se référant toujours à l'équilibre acide-basique, il y a deux types d'acides dans les aliments qu'on doit gérer au niveau de l'organisme. Ça va être les acides faibles, qu'on peut appeler aussi acides volatiles, et les acides forts. Alors, pour simplifier, les acides forts, c'est surtout contenu dans les produits animaux et les céréales, et les acides faibles, c'est surtout contenu dans les végétaux et les fruits, principalement. On exclut les oléagineux qui, eux, sont acidifiants. Ici, les types d'acides faibles et les types volatiles dont on va parler, ça va concerner surtout les acides citriques, les acides oxaliques, les acides pyruviques, les acides acétiques. Voilà, c'est les grandes familles d'acides faibles qu'on peut retrouver générés par les fruits. Alors pour contrer cette acidité alimentaire, il va être évidemment important de maintenir une importante réserve de sels minéraux alcalins afin de neutraliser les situations d'urgence, alors urgence entre guillemets, parce que le corps est très bien fait, il est fait pour ça, les situations d'adaptation, on pourrait dire, au cours desquelles l'organisme devient acide, extrêmement temporairement. Donc ça, c'est les réserves qui vont venir contrer ces acides. Ceci est réalisé en ayant notamment une alimentation riche en fruits et en légumes alcalins, mais aussi en utilisant une respiration adéquate. Je vais revenir dessus. Donc on fait l'erreur de penser trop souvent que simplement l'apport suffisant d'éléments alcalins dans l'alimentation vient suffire à contrer les acides faibles des fruits. C'est erroné en partie, en grande partie. Donc la digestion des sucres va générer aussi, induit, de l'acide oxalique au cours du transit intestinal. Il apparaît aussi de l'acide lactique qui devra être neutralisé par le foie et les reins. Alors là, on parlait dans le digestif, mais l'utilisation des sucres au niveau cellulaire va créer des déchets, du CO2 et de l'H2O, l'ensemble formant de l'acide carbonique. Alors, je vais donner un peu de choses techniques, hein, parce que là, ça me semble important de sourcer, donc CO3H2, qui lui est très préjudiciable pour l'activité cellulaire. Alors, nombre de fruits peuvent être problématiques à être digérés complètement. Alors, on mentionne souvent les fruits qui sont dits aqueux. Donc il y a plusieurs catégories de fruits. Alors les fruits aqueux, ça va être les mandarines, les oranges, les pamplemousses, les citrons, les clémentines, tout ce qui est poires, fraises, pommes, framboises, cerises, prunes, canneberges, abricots, pêches, pas la nectarine pour le coup, mais ça ressemble. Enfin, voilà, ça va être ces fruits-là.
Donc ces fruits vont amener des éléments, hein, c'est sûr, qui sont extrêmement positifs, des nutriments, des micronutriments, des vitamines, des minéraux, des enzymes, mais aussi différentes formes d'acide faible qu'on a vu, de l'acide citrique, de l'acide malique, de l'acide tartrique, on a dit, de l'acide aussi basoïque, et bien d'autres. Ce qui peut les rendre, hein, c'est pas ce qui les rend, c'est ce qui peut les rendre acidifiants pour bon nombre d'entre nous. Parce que ces acides volatiles sont naturellement oxydés en gaz carbonique et en eau. Mais, et c'est là la notion fondamentale à intégrer, cette oxydation n'est correctement accomplie et aboutie uniquement chez les personnes qui ont un tempérament spécifique, comme j'ai présenté. Ceux qui peuvent les oxyder, donc les CAFA que je présentais, ceux qui sont relativement robustes, osseux, terriens, généralement à la testostérone dominante, à la cage thoracique épaisse et au système pileux développé. Donc ce sont des individus qui ne font pas l'essentiel de notre société, ou ce sont plutôt des individus filiformes qui constituent le gros du lot. Donc ceux-là sont à l'opposé. Donc là on est vraiment sur la notion fondamentale de terrain. Et donc à l'inverse, les pitas que je viens de décrire, qui sont longilines, avec une ossature fine, qui sont plutôt frileux, irritables, plutôt de la sphère intellectuelle et facilement épuisables, oxydent quant à eux très mal les acides faibles. Donc il faudra faire attention aux fruits, virgule, le temps qu'on puisse modifier correctement le terrain. Ce qui nous amène à la notion fondamentale de respiration que j'ai introduite déjà 2-3 fois, et qui pour moi est la clé de voûte de cet équilibre. Puisqu'il y a donc un morphotype préférentiel. Quand je dis préférentiel, ce n'est pas déterminant pour la consommation des fruits, mais au terrain favorable à la consommation des fruits. C'est ce qui va faire toute la différence au niveau de leur assimilation, et ça va être notre capacité individuelle à en oxyder les acides faibles. C'est ça, le particularisme. Et la problématique des fruits se trouve là, pas dans le fruit lui-même, mais dans notre particularisme. Ça dépend uniquement de notre capacité à respirer. Une oxygénation insuffisante est ainsi la cause d'une production accrue de toxines acides. Il faut donc voir plus loin que le fruit. Un important tampon intracellulaire est la protéine hémoglobine qui ne transporte pas simplement l'oxygène dans les tissus, mais qui va aussi absorber des protons dans ces derniers. L'oxygène, lui, va être libéré plus facilement, et le mécanisme appelé Bohr, le mécanisme de Bohr, ou cycle de Bohr, BOHR, va provoquer en même temps la formation d'acides. L'origine d'une acidose latente, donc une acidose, c'est un état d'acide chronique, qui est la base de toutes les maladies. L'origine de cette acidose, plus souvent, je ne dis pas que, mais plus souvent qu'à des équilibres alimentaires, même si c'est grandement le cas, c'est aussi un manque d'oxygène et ou un dysfonctionnement des organes filtres qui concernent l'équilibre acide-basique. Donc les organes filtres, c'est les émonctoires, poumons, cœur, foie, reins et peau. Les causes peuvent être donc multifactorielles. Donc si on dit multifactoriel, ce n'est pas que l'aliment consommé, et encore moins que le fruit. Il faut déjà voir les émonctoires, il faut voir la respiration, la capacité à utiliser cet oxygène, le mécanisme de Bohr qui s'effectue correctement, et la capacité à tamponner. C'est tout ça. Les acides, eux, vont se former par oxydation en présence d'oxygène. C'est évidemment l'oxygène qui oxyde. Notre énergie est principalement issue de l'oxydation des sucres et des graisses. Et dans l'idéal, notre gain d'énergie, ces deux éléments, pour notre gain d'énergie, les deux éléments que sont les sucres et les graisses, donnent de l'acide carbonique et de l'eau. C'est seulement par manque d'oxygène que le gain d'énergie est perturbé et que le corps produit des substances intermédiaires et d'autres acides qui ne sont pas dégradés par le système respiratoire. On va pouvoir constater par exemple la production d'acide lactique à partir de glucose ou d'acide cétonique à partir des lipides. Alors le problème de l'acidose latente va se poser lorsque ces réactions chimiques cellulaires ne vont pas pouvoir être accomplies jusqu'au bout. Ça, c'est un vrai problème. Alors l'origine d'une acidose latente, c'est donc à rechercher plutôt dans une alimentation comportant une part trop importante en acide inorganique, mais aussi un manque d'oxygène, donc une insuffisance respiratoire.
ou une insuffisance à utiliser l'oxygène apporté. Et là, il faut bien comprendre que même un excès d'aliments acidifiants de manière ponctuelle n'est pas si dommageable que cela pour l'équilibre acido-basique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais si et seulement si, l'ensemble des réactions chimiques s'effectue normalement. Il faut bien se rendre compte que notre mode de vie actuel, si on voulait consommer des fruits, n'est plus le même que celui qu'on pouvait avoir du temps de nos ancêtres, il y a quelques générations seulement. À cette époque, qu'est-ce qu'il y avait ? Beaucoup de consommation de végétaux, oui, mais surtout d'activités au grand air. Et la cage thoracique de nos anciens était beaucoup plus fournie, plus développée. L'air était de meilleure qualité, les sols étaient plus riches, les eaux étaient moins polluées, les variétés des fruits étaient moins hybridées ou pas hybridées, et la consommation de fruits frais était faite de saison. Mais il y avait aussi une consommation plus accrue de verdure. Et dans les verdures, il faut entendre les légumes, mais surtout les variétés de légumes plus nombreuses, mais aussi les plantes sauvages. Tout cela, ce sont des éléments hyperalcalins qui vont aider aussi au système tampon. Alors l'ensemble des problématiques sur la consommation des fruits, actuellement, est tout autant que les causes de cette acidose latente, sont avant tout à rechercher dans ces changements. Ce n'est pas unifactoriel, c'est tous ces changements au cours des dernières générations qui aboutissent aujourd'hui à une problématique du fruit. Si on observe la situation actuelle, une alimentation très différente, qui est acidifiante et pauvre en micronutriments, une activité physique des plus réduites, davantage de stress, davantage de pollution, une durée de vie plus longue, ça va faire le lit de toutes les maladies de civilisation moderne. Comme chaque être biologique vivant, l'homme est un compromis entre ses acquis génétiques et les exigences de son environnement, où va se construire son caractère épigénétique, qui va faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Et c'est sur cette épigénétique-là qu'on va travailler pour avoir un volume de fruits plus conséquent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'inactivité physique conduit immanquablement à un déficit en oxygène. Plus on va respirer profondément, plus il va être facile d'évacuer les acides du système digestif. En expirant du dioxyde de carbone, on va diminuer la quantité d'acide carbonique dans le sang. C'est une des raisons pour lesquelles les gens sont légèrement acides le matin, et que pendant le sommeil, la fréquence et la profondeur de notre respiration diminuent. Ça aboutit à de la rétention de dioxyde de carbone et par conséquent à la création d'acide carbonique dans le sang. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il y a évidemment des cycles de veille où on a une respiration soutenue, et on a aussi des cycles de sommeil avec une respiration qui est plus ralentie. Les exercices physiques lourds associés à une respiration ou une ventilation impropre entraînent immanquablement, quand on est en état de veille, la formation d'acide lactique et de dioxyde de carbone. Et ça, c'est problématique. Et ça doit être géré et compensé. Donc, on peut se permettre, au regard de tout ça et face à ce constat, d'insister autant sur la respiration, car il est absolument essentiel, et on pourrait même dire fondamental, de comprendre que l'acide dans la cellule ne provient pas de l'alimentation. Et donc, on ne peut pas incriminer si simplement les fruits. L'acide qui se forme dans la cellule malade même, mais c'est uniquement si trop peu d'oxygène est disponible pour couvrir le besoin énergétique, qu'il se forme à la place du dioxyde de carbone d'autres acides qui ne se diffusent pas et qui ne s'éliminent pas par les émonctoires principaux. Donc c'est un peu technique, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Justement, il ne faut pas être dans ce simplisme primaire. C'est vraiment la faible oxygénation des cellules qui engendre un métabolisme cellulaire oxydatif, faible, et éventuellement la mort des cellules, ce qu'on appelle l'apoptose. Voilà, c'est étouffement cellulaire. 90% de notre métabolisme oxydatif est assuré par l'oxygène qu'on respire. Et en premier lieu, il faut absolument améliorer l'assimilation de l'oxygénation. Comme traitement, voilà, parce qu'on dit là, on pose un problème, il faut bien proposer une solution. Donc comme traitement, entre guillemets, on peut citer déjà une activité physique plus modérée, de la marche, respiration au grand air, s'aérer, mais des exercices de respiration plus profonde le matin, et même tout au long de la journée. Et avant et après l'exercice,
on va réduire cette formation d'acide. Alors, quels exercices on peut faire? La biorespiration, le pranayama ou la cohérence cardiaque, par exemple. Ce sont des exercices extrêmement suffisants et satisfaisants pour ces manques-là. Mais pour l'individu qui est convalescent ou gravement malade, je pense surtout aux cancéreux, eh ben lui, ça va être un outil plus matériel, électrique, comme le bol d'air Jacquier. Les convalescents et les malportants trouvent un grand bénéfice parce que là, on potentialise l'assimilation de l'oxygène et on favorise l'élimination des acides de manière incroyable par pénétration de l'oxygène au niveau intracellulaire. Donc pour les sous-vitaux, c'est quelque chose à savoir. Mais il y a des personnes qui font l'erreur, en étant dévitalisées, de tout miser sur les fruits, pour X ou Y raison que je détaillerai après. Or, ils devraient déjà miser sur la respiration. Parce que les sous-vitaux, pour eux, ce n'est pas le système tampon respiratoire qui est utilisé au départ, mais c'est la réserve alcaline du corps. Donc les minéraux, les sels minéraux, les minéraux basiques, sodium, potassium, calcium, magnésium. Les minéraux vont être prélevés sur les os, mais aussi sur les dents. Et dans ce cas de figure, l'individu va se décalcifier et on va se déminéraliser et devenir de plus en plus frileux, à l'instar de l'anecdote que j'ai présentée sur mon propre cas. Mais ces gens-là, pour beaucoup, ils vont penser que c'est de la détoxination. Donc en fait, ils vont s'épuiser encore un peu plus et perdre leur réserve vitale. Et là, pour refaire le chemin inverse, encore une fois, c'est très compliqué. Ce qui est sûr, sans parler du particularisme, c'est que pour chacun, au cours de la digestion, ces acides, en s'oxydant, se transforment en dioxyde de carbone, on l'a vu, et en eau. Et donc ne vont pas acidifier le système digestif. Donc les minéraux alcalins que j'ai cités, magnésium, calcium, sodium, potassium, mais aussi le fer, qui est un oligo-élément basifiant, vont être les principaux minéraux alcalinisants, et les aliments qui contiennent ces minéraux en grande quantité vont être considérés comme alcalinisants. Et ceux qui vont contenir beaucoup de soufre, d'iode et de phosphore, ou encore de chlore, vont être, eux, acidifiants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les aliments ne contiennent pas l'un ou l'autre. Après, c'est dans leur dominante. Et donc, on doit consommer des aliments qui sont majoritairement à dominante alcaline pour pouvoir un équilibre acido-basique satisfaisant. Partant de ce principe-là, qu'est-ce qu'il en est des fruits? Alors, il existe, je l'ai présenté un petit peu tout à l'heure en parlant du citron, une confusion énorme entre l'acidité ou l'alcalinité des fruits. Presque tous les légumes et les fruits mûrs sont alcalinisants. Qu'est-ce que ça dit? C'est mûr qui est important de retenir dedans. Donc les fruits et les légumes qui poussent de façon industrielle sur des sols non bio sont évidemment moins alcalinisants car ils poussent sur des sols pauvres en minéraux et sont cueillis trop tôt. Et je dirais même plus que moins alcalinisants, je dirais acidifiants. Donc encore une fois, ce n'est pas si simpliste de dire le fruit est bon et pas bon. C'est est-ce qu'il est bio, est-ce qu'il n'est pas bio, est-ce qu'il a été transporté, comment il a été stocké, et à quel moment il a été cueilli, et est-ce qu'il a été hybridé, et est-ce qu'il a reçu le soleil. Ça en fait des questions. Donc presque tous les fruits non mûrs sont acidifiants. Et il est facile de tester des fruits ou des légumes non mûrs à l'aide d'un pH-mètre pour constater la différence entre les différents stades de maturation d'un même fruit. On va prendre un exemple tout simple, et celui qui est le plus répandu, c'est la consommation de la banane. Donc la banane mûre présente un pH qui est de 6,4. Légèrement acide, donc, parce que la neutralité c'est 7. Et une banane non mûre, c'est plutôt aux alentours de 5,5-5,7. Alors ça paraît peu en fait, sauf que le pH, c'est une échelle logarithmique. Donc forcément, quand on passe de 5,7 à 6,4, on est x10. Donc en fait, c'est significatif. Et je ne parle pas du fait que l'amidon ne soit pas transformé en sucre simple, enfin ça c'est autre chose. Donc l'acidité de nombreux fruits vient du fait qu'ils sont généralement cueillis avant d'être arrivés à complète maturité. C'est ça le problème. Alors que ceux qui sont mûrs sont bien plus sucrés, savoureux et alcalins. Donc là aussi, la nature montre quelque chose. Si je pousse sur un sol qui est riche en magnésium, en potassium, en calcium, en manganèse et en fer, avec un bel ensoleillement, forcément, j'aurai un fruit qui sera beaucoup plus minéralisant, basifiant, que le même fruit qui aura poussé sur un sol pauvre,
qui est d'une variété hybridée, qui a reçu peu le soleil et qui a été cueillie non mature. Donc quand on dit la banane c'est bon, c'est alcalinisant ou ça c'est pas bon, ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Surtout si c'est un Français qui parle. Enfin un Français métropolitain. Si c'est un Français caribéen qui parle, oui, parce que lui il aura l'occasion de manger ce type de banane. Observez les bananes bio quand elles arrivent au Biocoop, qu'elles sont bien vertes, bien dures. Voilà. On peut s'imaginer dans quel état elles ont été cueillies quelques jours avant. Donc oui, elle sera bio, c'est une banane, d'accord, et théoriquement elle est alcalinisante, mais elle ne l'est absolument pas du tout. Ainsi, si on voudrait consommer des fruits, il faudrait qu'on puisse répondre aux paramètres suivants. Donc ce n'est pas exhaustif, mais ça donne une idée. Est-ce que nos fruits ont poussé sur un sol suffisamment riche en minéraux alcalins? Ont-ils suffisamment pris le soleil? Sont-ils biologiques? Ont-ils été cueillis à maturité? Ça, c'est ce qui concerne le fruit. Et après, je pourrais rajouter comment il a été transporté, comment il a été stocké, comment il a été oxydé par contact avec les autres. Voilà, des questions. Ça en fait déjà pas mal. Ensuite, pour ce qui est de mon terrain à moi, est-ce que j'ai une respiration satisfaisante avec un volume pulmonaire suffisant? Est-ce que l'air que je respire est correct? Est-ce que le volume d'air résiduel que j'en ai dans mon poumon est faible ou plutôt fort? Et est-ce que j'ai une activité physique régulière? Et enfin, est-ce que j'ai une réserve alcaline minérale adéquate? C'est ça toutes les questions qu'il faut se poser et c'est ça tous les paramètres. C'est ça tous les paramètres qu'il faut avoir en tête si on veut pouvoir répondre correctement à la question est-ce que les fruits sont bons pour moi? Et ça va bien plus loin que le fruit. Là, on ne parle même pas du fruit. Enfin, on a parlé du fruit lui-même par rapport à ce qu'il devait être potentiellement, mais c'est surtout notre terrain individuel qui va déterminer notre potentiel à consommer X volume de fruits. Donc ça fait beaucoup de facteurs à croiser qui vont bien plus loin que l'affirmation simpliste, les fruits sont bons pour la santé, point. Enfin, il est indispensable de réfléchir à savoir si on doit consommer les fruits de notre seul environnement ou si on peut manger des fruits exotiques, comme je l'ai présenté. Je suis porté par observation à affirmer que les fruits exotiques doivent être consommés dans un contexte exotique. Alors, exotique, ça ne veut pas dire... exotique, par exemple, pour le caribéen, c'est les fruits de métropole. Hein. C'est qui est hors contexte quand je dis exotique. C'est-à-dire cueilli à pleine maturité, sans transport excessif, où on vit au grand air, avec davantage d'oxygénation donc, et où généralement il y a une mer hyperalcaline à proximité. C'est ça. Travailler au grand air, prendre un bain de mer et en absorber les minéraux alcalins par capillarité et en buvant un peu la tasse, ça va nous assurer une consommation sécurisée d'un grand nombre de volumes de fruits et bien mûrs, qu'on trouvera bien mûrs et en abondance, et gratuits généralement, grâce à un environnement très alcalin. Dans le cas inverse, il va falloir un grand nombre de facteurs positifs pour pouvoir se permettre une telle consommation de fruits exotiques, quand on n'a pas ce contexte. C'est tous les paramètres que j'ai mentionnés. Donc on doit réfléchir à cela tout autant qu'à la saisonnalité et le lien qu'on entretient de manière interdépendante avec notre environnement proche. Est-ce que je dois consommer uniquement des fruits de saison et locaux et dans la quantité dans laquelle ils sont offerts par la nature? Ça, c'est une question. Je n'y réponds pas parce que c'est un questionnement qui est plus individuel. La question doit aussi être posée sur l'individu toxémique, qui portera beaucoup d'acides non éliminés en lui. Oui, les fruits alcalinisants vont de fait alcaliniser son terrain. Certes, en théorie, ces acides seront libérés. Mais bien souvent, l'individu en question, qui est toxémique, a déjà des émonctoires surchargés et est déminéralisé. Et les fruits, quand bien même ils vont un tel travail éliminatif, en favorisant la détoxination, vont quand même acidifier le corps également, car celui-ci ne va pas être souvent en mesure d'oxyder correctement les acides faibles des fruits, à cause d'une respiration insuffisante, mais aussi par rétention d'acide, parce qu'il va être peu en capacité de les éliminer par les urines notamment. Aux crises de détoxination vont suivre des crises de douleur incomprises et mal interprétées de déminéralisation. Ou alors, il faut adjoindre à la consommation de fruits des suppléments tels que des jus de légumes, des microalgues,
des microalgues, des plantes, sous forme sèche ou autre, de l'eau de mer, ou toute autre forme de complémentation alimentaire concentrée en minéraux alcalins. De mon point de vue, ça tient plus du bricolage d'autre chose. C'est plus sécurisant, c'est plus vertueux, c'est moins coûteux en énergie et en argent de s'attacher à travailler sur sa respiration. Enfin, je ne peux pas faire l'économie de ne pas parler des épuisés chroniques qui pullulent de nos jours et qui ne sont absolument pas en capacité de dégrader et d'assimiler les fruits. Ceux-ci vont achever de les fatiguer. L'épuisement moderne étant souvent, quasiment systématiquement, un épuisement surrénalien, et le cortisol produit par ces glandes surrénales étant indispensable au métabolisme des glucides via la régulation de l'hormone insuline, un épuisé surrénalien chronique va avoir une faible capacité à produire du cortisol. Et donc le sucre des fruits sera un calvaire énergétique pour son organisme. Bon nombre d'épuisés font l'erreur de penser que les fruits, qui vont être très caloriques, simples à digérer, riches en énergie et en sucre, sont pour eux la solution, alors qu'ils les enterrent à petit feu, souvent dans un gouffre dans lequel il va être ensuite difficile d'en sortir. Parfois même j'entends ces mêmes personnes épuisées expliquer leur ressenti de froid et de frilosité par rapport au fait que c'est de la détoxination. Donc ils perdurent. Ils perdurent et perdurent pendant des jours, des semaines, voire des mois, jusqu'à plus être épuisés, jusqu'à être moribonds. C'est constaté. Ce n'est pas de la détox, c'est simplement de la déminéralisation à vitesse grand V. Et l'affaissement complet des réserves énergétiques. Ceux-là qui sont épuisés et qui sont légion, ils peuvent s'autoriser quand même quelques fruits, qui soient bien mûrs et vers 16, 17, 18 heures. Lorsque nous sommes le plus alcalins et lorsqu'ils sont en meilleure capacité aussi à produire du cortisol biologiquement de manière inversée. Parce que ces gens-là qui devraient produire, comme tout le monde, du cortisol tôt le matin, ont plutôt un cycle de production inversé en fin d'après-midi. Donc on donnerait, si on devait consommer des fruits, à ce moment de la journée. Donc ça devrait être une consommation d'un niveau tout autre. Simplement, le temps de restaurer les bonnes capacités d'assimilation pour ensuite manger des fruits au volume souhaité ou consommable. Donc c'est pas oui ou non, c'est pas stop ou beaucoup, c'est quel moment, quelle capacité et quel volume. Je finirai enfin par parler du mouvement instincto de l'instinctothérapie, pour qui les fruits, d'où qu'ils viennent, sont la base alimentaire. Alors c'est très dur d'avoir des informations sur le mouvement instincto pour plein de raisons. Et il est loin de moi l'envie de pouvoir dénigrer ou juger ce mouvement, c'est absolument pas le souhait. Mais je vais quand même me contenter de rapporter ce que j'ai pu constater sur des instinctos que j'ai eu en consultation ou que je connais, ou ce que ces mêmes instinctos ont pu me rapporter sur beaucoup d'instinctos autour d'eux. Voilà, beaucoup de symptômes. Donc je vais me contenter de ce qui m'a été rapporté, de ce que j'ai observé. Et c'est encore une fois pas un jugement ou un dénigrement primaire. Alors c'est en effet bien peu connu, car c'est dissimulé pour différentes raisons, mais beaucoup d'instinctos ont des soucis, non pas prononcés, mais très prononcés, de déminéralisation, de pertes osseuses et de soucis dentaires, tels que la parodontose et le déchaussement. Certains allant même, pour continuer ce régime, à s'injecter des minéraux alcalins via de l'eau de mer Quinton directement dans les gencives, sous forme de piqûres. Évidemment, si le régime était correct, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Mais là, je ne veux pas rentrer dans la polémique, donc je ne détaille pas. Mais je présente quand même qu'un mouvement, un courant alimentaire qui se base essentiellement sur le fruit, aboutit généralement à de la déminéralisation. Donc c'est à questionner. Et ce n'est pas ici un souhait de polémique, je ne dis pas que l'instinctothérapie ne marche pas, je rapporte simplement ce qui se passe. En revanche, ce que je peux rapporter, c'est les travaux de Dominique Guyot, qui lui mange cru et a mangé énormément de fruits et s'est considéré entre guillemets comme instincto et aujourd'hui parle plus d'alimentation sensorielle. Mais lui, ses recherches montraient qu'on avait plus un instinct pour le fruit par préférence naturelle et sucrée, et que cela était moins le cas pour la saveur amère des végétaux verts chlorophyllés
par exemple, qui, eux, nous emmènent le support minéral adéquat et opérant pour contrer les acides faibles des fruits dans certaines circonstances si c'était souhaité. Donc il est tout à fait possible, d'après les travaux de Dominique Guyot, les travaux de thèse, d'équilibrer un régime instincto, mais plutôt à travers son approche sensorielle. Pour finir, là on a dressé un état des lieux assez dense, assez complet, avec plein de tiroirs. Mais la question, c'est comment on peut reconnaître notre sensibilité aux fruits et à leurs acides faibles? Parce que c'est ça, au final, ce qui demeure comme question. Ça va être deux choses. Ça va être l'expertise d'un praticien avisé, qui s'y connaît bien dans cette question-là. Mais ce va être surtout l'expérience qui va rester le meilleur moyen. Alors, afin de savoir si on est sensible aux acides faibles des fruits, il suffit simplement d'observer les symptômes après une consommation de fruits élevée ou qui va être prolongée. Qu'est-ce que ça va être? Souvent, des douleurs articulaires qui vont être accrues, des rougeurs cutanées qui vont être accentuées, des démangeaisons, des irradiations, une peau qui va être plus sèche, une fatigue qui va être plus prononcée, une nervosité qui va être amplifiée, mais aussi des brûlures au niveau urinaire et de la vessie, des douleurs dentaires, des douleurs gingivales, voire quelquefois des saignements au niveau des gencives, des cheveux qui vont être plus secs, plus cassants, qui vont tomber. On constate beaucoup chez des crudifrugivores beaucoup de pertes capillaires. Mais ce qu'on va souvent retenir, c'est la frilosité, qui reste le symptôme le plus marqué. S'il y a frilosité après consommation de fruits, qui est le point de départ de l'expérience, donc de la réflexion d'il y a 8 ans, c'est qu'il y a mauvaise oxydation des fruits, et non pas détoxination. Il y a un symptôme important qu'il faut écouter. Donc au final, pour tout ça, pour tout ce qu'on dit, et bien pour résumer, on pourrait dire que l'origine d'une acidose, qui est à la base de tout déséquilibre, de toute maladie, peut être d'origine respiratoire ou métabolique. L'acidose respiratoire va survenir lors d'une respiration ralentie où l'expiration contient trop peu de gaz carbonique. Pour compenser, la fréquence respiratoire va s'intensifier, le gaz carbonique dans l'expiration augmente. Donc, lorsque l'organisme veut intensifier l'élimination des acides volatiles, ceux des fruits notamment, il lui suffit d'augmenter les échanges respiratoires. L'oxydation des acides faibles ne se fait dans la même efficacité chez chacun. Ça dépend du capital génétique et ça dépend de l'activité physique ou des exercices qu'on va mettre dans notre quotidien. Et c'est là tout le problème. Je répète, c'est là tout le problème au niveau des fruits. L'unique problème même, serait-on tenté de dire. La résultante en est que bon nombre de maladies sont dues à la difficulté de l'organisme à métaboliser correctement une substance nutritive qui va alors stagner dans l'organisme et le congestionner gravement et maladivement. Donc oui, les fruits apportent bon nombre de minéraux et devraient être théoriquement alcalinisants. Mais, dans les faits, ce n'est pas le cas puisqu'il y a un terrain individuel qui est que la majeure partie des personnes ont peu de capacité à tamponner au niveau respiratoire et vont au fur et à mesure s'acidifier avec des aliments qui alcalinisent d'autres personnes à contrario. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'un même aliment, le même aliment va pouvoir acidifier une personne et en alcaliniser une autre et l'aider à se détoxifier. Pour l'autre, ça va être même intoxifiant. Le terrain, essentiellement via la respiration. Concernant les fruits en tant qu'aliments, c'est donc davantage un problème de terrain personnel et de maturité du fruit que de fruit lui-même. Le fruit reste majoritairement alcalinisant. Plutôt que de se poser la question de savoir si les fruits sont bons ou non, attendons-nous plutôt à savoir si notre physiologie pourrait les intégrer correctement. Cela passe donc par des observations répétées et par ce que j'ai présenté avant, et j'insiste, et mets de manière bienveillante en garde les personnes qui s'intéressent au frugivorisme, à l'instinctothérapie, ou simplement à une grande consommation de fruits. Connaissez déjà votre constitution propre, analysez votre respiration et le système tampon qui en découle. Observez ensuite votre structure osseuse, vos dents, vos réserves alcalines. Réfléchissez aussi à la notion des fruits qui voyagent plus de 5000 km et qui ne sont pas cueillis à la maturité avant d'en arriver à votre bouche. Connaissez aussi votre activité physique. Et plus largement, pour nous tous, où vivons-nous
et où devrions-nous vivre en tant qu'humains? Ce sont ici des interrogations à la volée et non exhaustives. Et si les fruits représentent le plus bel aliment adapté à notre consommation, qu'avons-nous fait à notre constitution depuis des générations? C'est ça le problème. Aussi, ce savoir théorique que le fruit est bon pour nous peut-il aussi être simplement appliqué avant d'avoir correctement investigué et modifié notre terrain? Et finalement, si on doit écouter quelqu'un ou quelque chose, ce sera davantage nos symptômes et les besoins de notre corps plutôt que les envies de notre tête et parfois celles trompeuses de nos papilles.